L'armée alignée, prête au combat. Napoléon ne charge pas à la tête de ses troupes comme le firent de nombreux généraux, notamment durant la guerre de la Révolution. Il se place dans une position lui permettant d'embrasser la plus grande partie du champ de bataille. Il est entouré des officiers de son état-major et d'estafettes. Il regarde souvent à la lunette le déroulement des combats. Arrivé en Berlin, il peut se déplacer en calèche pour aller d'un corps d'armée à l'autre, mais lors de la bataille, il se déplace qu'à cheval. Il peut être facilement joint par des estafettes qui le renseignent sur le déroulement des combats et qui reçoivent les ordres à transmettre aux chefs des différents corps d'armée. Lorsque Napoléon arrive sur le plateau de Surville, il est accueilli au cri de « Vive l'empereur » par les soldats français, tandis qu'épouvantés les soldats autrichiens et vertembourgeois s'enfuient en criant « Napoléon, Napoléon !» La garde impériale est l'unité mythique, légendaire et la plus célèbre de l'armée. La garde impériale trouve ses origines dans les troupes de la Révolution française avec les grenadiers gendarmes chargés de la protection de la représentation nationale. Avec Bonaparte, ils deviennent la garde des consuls. Puis en 1804, cette garde devient la garde impériale. C'est le début de sa légende. Dès le début, les conditions d'accès sont très difficiles. Il faut fournir des preuves de courage, d'expérience et de bonne conduite, mais aussi des dispositions physiques, taille, robustesse et endurance. La garde se distingue aussi par une discipline et une moralité exemplaire. Longtemps peu engagée au feu, car troupe toujours en réserve, elle est mise à rude épreuve à partir de 1809 en Allemagne et en Autriche. En Russie, elle est engagée presque régulièrement dans la campagne, et à partir de 1814, elle participe à tous les combats. On se souvient de son rôle à Waterloo. Au centre de ces belles colonnes, nous étions 25 000 bonnets à poil et des gaillards qui avaient soif de gloire, comme le grand capitaine qui les commandait. Nos bataillons montèrent cette côte, l'arme au bras, et arrivèrent à distance. Ils souhaitèrent le bonjour à la première ligne par des feux de bataillon. Ils montèrent la côte, la baïonnette croisée, sur la première ligne des Russes. Et la chargèrent de toutes parts, et la musique se faisait entendre. Les fifs se mêlaient au tambour à rompre les caisses. C'était à tout entraîner, même les paralytiques. Et Napoléon vient de faire son entrée, entouré de sa garde. On distingue d'ailleurs dans la garde la jeune garde, la moyenne et la vieille garde. Elle possède son artillerie, un service de santé, un corps de génie, un train des équipages et un état-major particulier. Elle atteignit le chiffre maximum de 112 000 hommes en 1814. Les avantages dont elle jouissait étaient réels. L'uniforme était soigné, la paye importante et la nourriture de qualité. Les hommes étaient beaux et plusieurs avaient des fusils d'honneur qui furent remplacés plus tard par la croix de la Légion d'honneur. Cette déclaration constitue souvent la récompense la plus appréciée.
Napoléon va pointer la charge d'artillerie lui-même et à ceux qui lui disaient « Protégez-vous », il répondait cette phrase désormais célèbre « Ne craignez rien, mes amis, le boulet qui doit me tuer n'est pas encore fondu. » C'est le macaron. Vous pouvez peut-être apercevoir les brancards, parce que même si heureusement dans cette institution personne ne tombe, sur le champ de bataille il y a eu des milliers et des milliers de morts. Durant les révolutions, le parent pauvre des guerres est la révolution et de l'Empire en raison de la pauvreté des moyens accordés au temps, en matériel. En outre, le service de santé ne dispose pas de statut officiel. Les officiers n'auront jamais d'épaulettes malgré leur grade. Enfin, ils dépendent des commissariats de guerre qui ne connaissent pas le service. Certains médecins sont connus. Certains ont laissé leur nom à la postérité. Gosse, Desgenette, Percy, Heurteloup, Larrey. Cependant, le nombre de la qualité des officiers de santé laisse toujours à désirer. Percy parle de chirurgien de pacotille. Chaque caisson ambulance contient 2 matelas, 6 brancards et une caisse d'imprimante chirurgie, 50 kg de charpie, 100 kg de gaz de pansement et une caisse de pharmacie. Sous l'Empire, l'opération des blessés est pratiquée dans un délai de 24 heures. Les projectiles sont extraits avec une sonde, un tribulcon, mais aussi avec les doigts. En cas d'hémorragie, la ligature est le seul moyen connu pour l'arrêter. Les complications sont dues à la gangrène gazeuse foudroyante, au tétanos, à la pourriture d'hôpital. Le manque d'hygiène est catastrophique. Pour les blessures à la tête, on utilise le trépan. Les autres plaies sont refermées et suturées. Les amputations sont pratiques courantes sans anesthésie. Il n'y a plus de morts des suites de blessures que sur le champ de bataille, à cause de la gangrène. Les maladies, les épidémies sont fréquentes, typhus, colique, mais aussi lèpre, gale, syphilis, scorbut.
Un témoignage édifiant du chirurgien Larrey qui parlait à l'empereur et qui demandait: avez-vous beaucoup de blessés? Sire, je crois que nous en avons eu 4000. Les blessures sont-elles graves? Non, mais 1000 qui sont de la plus grande gravité. Combien perdrez-vous de blessés sur ce nombre? Le tiers. Parce que la mitraille et les éclats d'obus fait de grands ravages. Napoléon dit aussi: vous avez des blessures d'armes blanches? Beaucoup, sire. La lance, le sabre et la baïonnette ont fait beaucoup de mal. Un de vos gardes avait eu au haut de la piste, dans la fesse, la lame tout entière du baïonnette. Mon douille s'est cassé par le cou. Ils ont produit tant d'efforts et se blesser rire. Avez-vous eu des généraux blessés? J'ai rencontré le général d'Allemagne, il a été atteint de 10 coups de lance. Je doute qu'on puisse le sauver. Il a, dit le chirurgien, les urines sanguinolentes, les vomissements compulsifs, le côté, la petitesse du pouls, le froid insurmontable de l'extrémité, tout présage une fin prochaine et malheureuse. Le témoignage du général Lejeune après la bataille de Wagram. Tout cet infortuné perdu dans les plaies me fait retrouver vivant au bout de 5 jours d'atroces souffrances. Quelques-uns étaient à moitié brûlés par le feu qui avait pris aux maisons pendant la bataille, d'autres, sans pouvoir se traiter trop loin pour s'écarter des corps en décomposition du comme tués à côté d'eux, étaient altérés par une soif ardente, réduits à boire leur propre urine pour étancher la soif horrible qui les dévorait.
La confusion est à son comble au gollet d'étranglement marquant l'entrée des ponts de Montereau, où se noue un enchevêtrement de troupes en retraite, à pied ou à cheval, de fuyards, de charrois, de caissons ou d'attelages de canons. Napoléon prend position sur les terrasses du château de Surville, d'où il peut observer tout le champ de bataille. Il ordonne au général Pajol de lancer sa cavalerie afin de s'emparer définitivement des ponts, point de passage obligé de l'ennemi en retraite désormais. Composé de cavaliers aguerris, mais surtout de très jeunes conscrits appelés Louise, en raison d'un senatus consulte signé par l'impératrice Marie-Louise, la cavalerie s'engage dans la descente de la ville de la vieille route de Paris conduite par le général Delord. Delord regarde incrédule cette bande de gamins effarés, ces enfants perdus, chevauchant depuis quelques jours à travers des régions dont ils ignoraient tout. C'étaient des conscrits bretons, normands ou picards, de toute façon déracinés. La plupart d'entre eux sont mobilisés depuis 2 mois. Certains connaissent l'épreuve du feu pour la première fois et beaucoup savent à peine serrer d'une main les rênes d'un cheval et tenir le sabre de l'autre. En tirant lentement son sabre du fourreau, Delord s'exclame: « Messieurs, je crois qu'on perd la tête de me faire charger avec une cavalerie pareille. »